Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Alain Madelin, il est président du fonds La Tour Capital. Laurent Vronski, le directeur général d'Ervor, vice-président de Croissance Plus. Et Jean-Louis Mullenbach, associé de Bello Mullenbach et associé. Désolé, j'ai un plantage sur mon ordi. Je n'ai pas les réactions des auditeurs qui, à mon avis, devaient être légion compte tenu des propos qui ont été tenus dans la première moitié de cette émission sur le modèle anti-chômage France-Allemagne. Bref, vous réécouterez si vous l'avez raté. On va parler de ce qui se passe à Chypre. Je vais commencer avec vous, Jean-Louis Mullenbach, puisque c'est ce qui a mis le feu aux poudres hier. Il a essayé de rétropédaler un peu notre Jérôme Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, qui nous a dit, voilà, Chypre, c'est le nouveau modèle de règlement des crises bancaires en Europe. Plus jamais le contribuable ne sera amené à payer pour les banques. Alors, à votre avis, est-ce que Chypre est un précédent qui met fin à l'aléa moral? Je n'y crois pas, mais quel est votre avis? Alors, en tout cas, il a vraiment semé la pagaille, parce qu'on avait tous compris que Chypre était un cas tout à fait particulier, que les Chypriotes ne payaient pas d'impôts, qu'il y avait des dépôts excessivement rémunérés, etc. Et que donc, une façon effectivement de récupérer de l'argent, c'était le programme qui a été finalement adopté. Mais personne n'avait compris que c'est quelque chose qui était susceptible de s'appliquer pour toute restructuration bancaire. Parce que je vous rappelle que le principe, c'est quoi? C'est une banque qui a un problème d'insolvabilité. D'abord, les actionnaires payent. Normal, hein, rien à dire. C'est ce que prévoit l'union bancaire. Deuxièmement, les créanciers payent. Vous savez que toutes les banques se refinancent avec des obligations subordonnées. Alors junior, il n'y a aucun doute. Senior, les créanciers seniors payent ensuite. Mais alors là, ce qu'on nous dit qui est totalement nouveau, eh bien dès lors que on a fait payer les actionnaires, on a fait payer les créanciers et qu'il y a encore besoin de recapitaliser la banque ou d'organiser sa liquidation judiciaire vers une autre banque, on va demander aux déposants non protégés, c'est-à-dire au-delà de 100 000 euros, donc, de contribuer. Si vous voulez, ça veut dire que le dépôt de garantie, la garantie des dépôts, par exemple, c'est quelque chose qui se retourne complètement. C'est-à-dire qu'on avait bien compris qu'il y avait une garantie de dépôt de 100 000 euros, mais ça veut dire que dès que vous êtes au-delà de 100 000 euros, dès qu'il y a un problème, vous êtes susceptible on est susceptible de vos dépôts ou de l'épargne. Ça, si vous voulez, c'est absolument, c'est dramatique. Hein. C'est dramatique pour le financement des banques, hein, parce que qui va vouloir demain refinancer les banques? Mais c'est ça le contribuable, hein? Ouais. Mais non, mais attendez, mais vous avez parfaitement raison, Alain. Mais je veux dire, quand on voit le cas d'Irlande, Alain a raison. C'est le contribuable qui a payé. Hein. Ce sont pas Jusqu'à présent, c'est le contribuable qui était en tête de gondole pour payer lorsque les banques autant je comprends que les créanciers des banques, si vous les payent, parce que c'est un investissement à risque, etc. Les déposants, même quand ils déposent plus de 100 000 euros dans leur banque, ils n'ont pas le sentiment de prendre un risque. C'est pas un investissement à risque. Donc moi, ça me paraît, il y a un vrai problème quand même de légitimité. Et ce qu'il y a quand même de très préoccupant, et là où le président de l'Eurogroupe a probablement pas tort, c'est que c'est bien l'idée des Allemands. Hein. L'idée des Allemands, quand ils ont fini par souscrire à l'union bancaire, ça a bien été de dire, oui, garantie des dépôts à condition que, effectivement, on puisse faire donc payer. vous nous dites, Jean-Louis, que c'est un jeu dangereux. Ah ben c'est un jeu et qu'il faut continuer donc à faire payer les factures bancaires. En termes d'effet d'annonce, si vous voulez, c'est redoutable parce que honnêtement, un gars un peu informé qui dépose de l'argent au-delà de 100 000 euros dans une banque espagnole, une banque italienne, une banque malte, etc., je pense qu'il risque de vite partir vers des banques plus solides, des banques françaises. D'ailleurs, ça pourrait être très très bon pour le système bancaire français, allemand, etc. Et c'est quand même inquiétant, si vous voulez, parce qu'en fait, tout ça, ça accroît en fait, les divergences entre pays du Nord et pays du Sud, ça casse la solidarité qu'on peut imaginer si on veut se sortir de cette crise, et on ne voit pas véritablement, on a un vrai risque, si vous voulez, de nationalisation à terme des dettes souveraines, des banques. Il y a un vrai problème. De toute façon, il y a un moment, quand vous faites payer les déposants, qu'ils soient contribuables ou déposants, c'est un peu toujours les mêmes personnes qui payent. Hein. Oui, c'est pas les mêmes, si vous voulez, parce que les plus malins, quand même, ils sortent avant. Est-ce qu'on garde l'aléa morale? C'est-à-dire que lorsqu'une banque et en l'occurrence, les banques n'étaient pas trop grosses, donc on pouvait se permettre de jouer à ce petit jeu à Chypre, mais quand une banque est vraiment trop grosse, est-ce qu'on conserve l'aléa morale de toujours, ou est-ce qu'effectivement, on prend M. Dijsselbloem à la lettre? Moi, je trouve que sur le fond, la position du président de l'Eurogroupe est excellente. C'est-à-dire?
Il faut arrêter cette connivence de fait entre les banques et les États. On a fait la révolution pour séparer les églises de l'État. Est-ce qu'il faudra une révolution pour séparer les banques de l'État? C'est le but de l'union bancaire. C'est le but de l'union bancaire. C'est invraisemblable d'avoir effectivement ce parapluie du contribuable. Je privatise mes profits et puis dès que j'ai des pertes, je me tourne vers le contribuable. Donc, il faut trouver un mécanisme pour cela. Qu'on le trouve, et effectivement, il doit être ordonné. On doit savoir ce qui se passe. D'abord, on fait payer les actionnaires, ensuite les dettes, les créanciers, les dettes seniors, les dettes juniors, les dettes seniors. Et puis ensuite, la banque, elle est en situation de faillite, et donc les déposants, d'une certaine façon, perdent aussi leurs dépôts. Alors, vous avez là 2 bémols. Le premier bémol, quand vous direz, oui, mais les petits déposants, c'est pas juste, etc. Ok, un petit parapluie, 100 000 euros. Encore que 100 000 euros entre nous. On n'est pas petit déposant à 90 000 euros. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça se discute. Puis 100 000 euros en Autriche et 100 000 euros à Chypre, c'est pas tout à fait le même poids social dans un cas et dans un autre. Mais laissons ça de côté. Et au-delà, vous dites, je ferai payer les gens qui ont foutu leur argent dans une banque avec imprudence. Oui, c'est bien en théorie, et il faut aller vers ça. Le vrai problème, c'est qu'on fait ça dans l'improvisation la plus totale, avec du stop and go, et dans l'arbitraire le plus total. Et donc c'est cet arbitraire des solutions intervenues à Chypre qui va peser. Logiquement, ce qui aurait dû se faire, la BCE, qui a un rôle de prudence, qui a un rôle de surveillance de la stabilité financière en Europe, aurait dû depuis longtemps alerter sur le risque des banques chypriotes, de façon à ce que les déposants se disent « Oh là là, mais je prends un risque, je ne mets pas mon argent là, etc. » Donc le mécanisme, il a besoin d'un certain ordonnancement pour fonctionner. Là, on le fait dans l'arbitraire et les gens ne vont pas retenir que l'on enclenche un système vertueux, ils vont retenir que l'arbitraire politique règne sur les banques en Europe. Ouais. Enfin, il faut toujours que quelqu'un paye à l'arrivée. Oui, mais à l'origine, je trouve ça normal que chacun soit mis devant ses responsabilités et qu'autant que faire se peut, parce qu'il y aura toujours in fine toujours un petit quelque chose, mais autant que faire se peut, les contribuables soient préservés, non pas tant d'ailleurs pour préserver l'argent des contribuables, que pour responsabiliser la profession de banquier. Mais vous savez très bien que ça ne se passera pas comme ça. Que lorsque vous avez une banque qui est too big to fail, eh bien vous aurez toujours les biens qui sera derrière. Je vais vous dire pourquoi. Regardez comment ça marche dans la loi bancaire en France. Aujourd'hui, c'est l'ACP de la Banque de France avec le Trésor qui décide. Mais la loi bancaire, mais aussi, pardonnez-moi, sur la France, quand je dis séparer les banques de l'État, en France, toutes les banques sont colonisées par l'inspection. Absolument. Absolument. Donc vous avez une connivence totale entre les banques françaises et l'État. C'est ça le problème. Eh bien, je ne crois absolument pas qu'un jour on réussira à épargner le contribuable du risque bancaire. Parce que de toute façon, c'est pas la Banque de France, dont toutes les banques sont qui est créancière de toutes les banques, qui va aller tuer ses débiteurs. Décide de mettre une banque en faillite, elle tue son débiteur. Et donc c'est une évolution qui doit être lente pour séparer les banques de l'État. Et là, on l'improvise et on donne le sentiment de l'arbitraire. On a même tellement improvisé qu'on a donné le sentiment il y a 10 jours que les dépôts en dessous de 100 000 euros n'étaient plus garantis. Pour faire machine arrière 48 heures après. Mais effectivement, comme le disent certains observateurs, à l'avenir, lorsque vous aurez n'importe quel compte en banque et qu'il y aura un risque bancaire quelque part, il y aura probablement un mouvement de précaution. Comment vous vivez cette histoire un peu technique, Laurent Wronski? On est très loin de la technique d'Hervor, mais on est plus proche de la technique, bien que c'est presque que de la com, mais... Non, je pense que moi je le vis assez mal, parce que ce que l'on peut apprendre de la crise, c'est que finalement tout arrive. Et moi, ce que je constate, c'est que tous les tabous sont en train de tomber les uns après les autres. Ce qui ne devait jamais se produire. Alors la dette souveraine, eh bien, elle peut faire défaut, etc. etc. Moi, je pense que c'est relativement grave. Et j'étais assez surpris. Lundi matin, j'ai eu l'impression que les gens ne voyaient pas le diplodocus qui était au milieu de la pièce. Juste une remarque sur la fameuse garantie de 100 000 euros. Oui. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble que si demain il y avait un vrai crash et que si tout le monde se précipitait à sa banque et demandait la garantie de 100 000 euros, à mon avis, je pense qu'il n'y aurait pas ces garanties. Clairement. Donc ça, il y a 1 milliard en France, quelque part, c'est une espèce de mirage, c'est bon pour le moral. Oui, c'est un mirage. Ce qui est grave dans ce qui vient de se passer, me semble-t-il, c'est que d'abord, ça ajoute de l'anxiété à un niveau d'anxiété qui est déjà record. Donc ça, pour le climat des affaires, pour le climat des entrepreneurs, c'est juste gravissime. Et évidemment, on peut dire qu'on prenne l'argent dans la poche du contribuable ou du déposant quelque part, c'est un petit peu pareil parce qu'on est tous des contribuables. Sauf que là, si vous voulez, j'ai vraiment le sentiment que c'est de la spoliation organisée et que quelque part, on a le blanc-seing d'un État qui dit que
si la cause nationale le justifie, on peut en clair faire un rose sur les comptes bancaires et vous prélever X%. Ça, je trouve ça gravissime, parce que si vous êtes un agent économique à droit, sans être un grand spécialiste, mais vous allez répartir le risque. Ça veut dire que finalement, ce qu'il faut faire, quand vous êtes dans des pays où vous pensez que les finances publiques ne sont pas d'une solidité à toute épreuve, vous allez répartir votre trésorerie, que ce soit une entreprise ou un particulier, sur peut-être 4, 5, 6, 7 pays. Ce qui veut dire que finalement, les pays qui en ont le plus besoin, qui ont le plus besoin de masse financière de la part des déposants, ne vont pas en avoir, parce que les 10 déposants vont préférer aller dans des havres de paix ou des havres solides. Donc moi, je considère que ce qui s'est passé est extrêmement grave. C'est vraiment l'un des tabous qui tombe, et aujourd'hui, nul n'est à l'abri. Donc moi, en tant qu'agent économique, je veux dire, je me pose de sacrées questions. Donc même au niveau d'Hervor, je rappelle que Hervor est une entreprise industrielle, et nous, on a des BFR qui sont importants. Et besoin en fonds de roulement. Voilà, besoin en fonds de roulement, oui, excusez-moi. Et que nous avons des projets qui sont assez longue durée à financer, donc on a besoin d'une trésorerie extrêmement confortable. Et on a besoin de fonds, de capitaux propres extrêmement confortables. Donc je dois dire que je me pose vraiment la question. Je veux dire, demain, est-ce qu'au niveau entreprise, est-ce que si demain il y a un vrai crash système, est-ce que demain on ne peut pas se faire amputer de 20% de notre trésorerie? Jean-Louis Muhlenbach, on a mal agi? C'était pas la bonne solution? Non, je crois. Est-ce que vous pensez que Chypre restera un cas unique en son genre, parce que bulle bancaire, parce que paradis fiscal, parce que lessiveuse à argent sale, parce que très forte rémunération des dépôts, et qu'effectivement ça n'arrivera pas ailleurs, ou que vraiment là on a créé un précédent? Non, mais je crois qu'à terme, si faut avoir un système de liquidation ordonnée des banques. Ça me fait beaucoup rire, la liquidation ordonnée. Le problème, c'est le timing, si vous voulez. C'est qu'on fait ça en pleine improvisation. Oui, timing is everything. On n'arrête pas on fait du rétropédalage, si vous voulez, sans cesse. Et donc tout ça crée vraiment un sentiment, si vous voulez, frappe les esprits. Et donc il va y avoir de l'épargne qui va partir des pays du Sud, moi je me répète, vers les pays du Nord. La réouverture des banques chypriotes. C'est les pays du Sud qui ont besoin de trouver notamment des banques, parce que c'est comme ça qu'elles se financent, pour financer l'économie. Qui va financer l'économie chypriote demain? Qui va financer l'économie italienne? Qui va financer l'économie espagnole? C'est quand même extraordinairement préoccupant. Donc c'est une erreur de communication. On dit c'est un mirage, la garantie des dépôts. Bien sûr que c'est un mirage. Mais c'est très important que les gens aient dans la tête que des choses sont solides. Une banque, par définition, elle est fragile. Donc il faut quand même qu'il y ait un système de garantie et de régulation. On voit que la régulation en Europe a été catastrophique. 5 ou 6 fois, je me suis battu pour dire que les stress tests européens, parce qu'évidemment les stress tests n'avaient rien vu de tout cela. On a fait des stress tests sur les banques chypriotes? Mais bien sûr. J'imagine qu'elles ont dû les passer. Mais vous savez, comme les caisses d'épargne espagnoles ont passé les stress tests haut la main. Hein, bon. Non, mais les stress tests, c'était formidable d'ailleurs. Ils expliquaient qu'effectivement, par rapport aux autres banques européennes, il y avait plus de dépôts que d'emplois et tout. Ce que dit Jean-Louis est très important. À la Madeleine. Nous aurions besoin aujourd'hui, pour sortir de la crise de l'eurozone, que l'épargne aille massivement du nord vers le sud. On est d'accord. C'est une des conditions clés de sortie de la crise. Le faux pas chypriote rend les banques du sud suspectes et on va avoir le phénomène inverse. C'est pour ça que c'est très grave. Peu importe la décision qu'on a prise, d'ailleurs, pour régler cette crise. Notamment de la part des entreprises. Si vous voulez. Moi, je vois des émetteurs actuellement qui sont en train de changer complètement leur système de gestion centralisée de trésorerie, etc. On est quand même d'accord pour dire que c'est un mensonge de dire que le contribuable ne paiera plus jamais. Bien évidemment, mais... Il ne faut pas se moquer du monde, là. Moi, j'y crois pas à ça. Oui, non. Donc, si vous voyez, ce qui est de grave, c'est que la supervision bancaire ne marche pas du tout, que Alain Madelin a complètement raison. Si vous voulez, chaque État défend ses banques et réciproquement. Mais il faut bien voir qu'avant que le système de surveillance de l'union bancaire fonctionne, ça va mettre des années. Ils ont 6000 personnes à recruter, si vous voulez, pour superviser les 8000 banques, à former, si vous voulez. Et on voit comment tout ça a été fait dans le passé. Donc, le problème n'est pas prêt. Ah oui, le problème n'est pas prêt d'être résolu. Hein. Pensez-vous, Laurent Wronski, que dans un avenir proche, vous allez dire merci à Karine Berger? Karine Berger, avec un autre député, Dominique Lefebvre, travaille sur un rapport qui a beaucoup de retard parce que probablement que la situation a obligé à réécrire le texte. Mais l'idée est que, justement, on va drainer. Alors, je ne sais pas s'il faut drainer l'épargne vers le sud, mais en tout cas, on va essayer de drainer l'épargne de la France vers les entreprises. On se souvient, je suis à l'ouest. Avec l'idée, notamment, mais on verra le détail,
de créer un nouveau produit d'assurance vie. Vous avez le contrat en euros, garanti, qui rapporte peu, qui est largement investi en obligations publiques, et puis vous avez le contrat en unité de compte qui est risqué. On voudrait faire un truc un peu à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire vous auriez une période de garantie avec des fonds bloqués, et puis ensuite une période où vous assumeriez votre risque. Est-ce que vous pensez que là on tient quelque chose ? Je pense que c'est une excellente idée, mais je pense qu'il faut aussi créer une cellule d'accompagnement psychologique. C'est-à-dire qu'il faut réconcilier les Français avec le risque. Il faut réconcilier les Français avec l'investissement. Vous savez que le Français, par nature, n'est pas un grand investisseur, que ce soit sur les marchés ou même à titre privé. Donc il faut pouvoir mener une campagne d'explication extrêmement pédagogique en expliquant que de toute façon, ce sera un ferment nécessaire pour... d'une part, accompagner la retraite, puisque là aussi, enfin, sans diverger, on sait très bien que ma génération, moi j'ai bientôt 50 ans, on sait très bien que aujourd'hui, si vous ne capitalisez pas pour votre retraite à titre personnel, vous serez face à de sérieux problèmes, pour la raison que vous évoquiez précédemment, à savoir que de toute façon, l'argent, il y en aura pratiquement plus, et que, évidemment, le contribuable ne pourra pas payer éternellement. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas préparé votre retraite, eh bien, vous serez dans de sérieuses difficultés. Donc à ce titre, je pense que c'est une excellente idée. Aujourd'hui, je crois que beaucoup d'auditeurs savent que l'assurance, une grande partie de l'assurance vie et les fonds de l'assurance vie servent à financer les dettes des États. Je pense que maintenant beaucoup de gens le savent. Voilà, donc maintenant il est important de créer un aiguillage intelligent pour qu'on redirige cette épargne, puisque la France est un des pays d'Europe qui épargne le plus, vers l'économie fertile, dont je fais humblement partie, et pouvoir ensuite assurer le financement des PME. Donc je pense oui, c'est un pas dans la bonne direction. Alain Madelin, est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée que ce rapport puisse exister ? Nous, on a lancé 3 minutes pour convaincre qui a redémarré lundi, vous le savez, inciter vous qui nous écoutez à investir directement dans des PME. On n'est pas député, on n'a pas fait un rapport pendant 6 mois, mais bon, en tout cas, ça draine des millions. Vous faites quelque chose de formidable. Imaginez que j'accompagne ce que vous êtes en train de faire avec un dispositif fiscal extrêmement avantageux pour que des gens qui prennent des risques en mettant leur propre épargne dans ces entreprises voient leurs risques diminuer. Vous auriez des milliers de business angels supplémentaires et le tissu économique se régénérerait. Est-ce que c'est pas ce que Karine Berger nous prépare avec Dominique Lefebvre ? Mais non, pas du tout. Je rappelle qu'en France, on verra. Je vais vous le dire. Vous avez en France 5000 business angels, sûrement beaucoup moins depuis les mesures fiscales. Vous en avez 50 000 en Grande-Bretagne, vous en avez 500 000 aux États-Unis. Tout est dit. Hein. Donc, fondamentalement, oui, il y a besoin de mesures fiscales pour orienter le capital vers les entreprises. Si le dispositif en question vise à faire un fonds de pension, sans prononcer le mot fonds de pension, car effectivement, on peut bidouiller l'assurance vie à ce moment-là. L'assurance retraite. Oui, voilà. On peut bidouiller un petit produit comme ça, et je regarderai le détail. Fondamentalement, la lettre de mission de Jean-Marc Ayrault à Karine Berger, elle dit, dans le cadre sans remettre en cause, le choix que nous avons fait d'imposer le capital comme le travail. Et ça, c'est la grande erreur. Si vous ne réparez pas cette erreur, toutes les mesures qui sont annoncées seront condamnées à être des mesurettes. J'ai l'impression, pour terminer, Jean-Louis Muhlenbach, que petit à petit, au fil des événements que nous vivons depuis maintenant, on va dire 5-6 ans, de plus en plus, l'assureur va devenir un banquier. Et que de plus en plus, l'assureur va financer en fait l'économie réelle en direct. Et que derrière tout ça, il y a la volonté de faire de l'assureur. À condition que Solvency II le permette. Justement. À condition que Solvency II le permette, ce qui n'est pas le cas. On aura de se rendre compte que le banquier a plus de sous et que l'assureur il a tout et que c'est lui qui doit devenir un banquier. C'est ça ? Est-ce que j'ai bien compris les choses telles que vous avez parfaitement compris, Nicolas, et ce serait d'autant plus logique que ce soit l'assureur qui le fasse, c'est-à-dire qu'il y ait une épargne longue. Il gère l'épargne longue parce que lui-même, il met en réserve de l'épargne pour des choses qu'il va avoir à débourser dans une durée très longue. Malheureusement, si vous voyez, les règles de Solvency II telles qu'elles elles existent actuellement, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on vous explique que des investissements dans les entreprises sont des investissements à risque, et donc que c'est beaucoup plus avantageux d'aller acheter des emprunts d'État que 37 à 47% de provision quand j'investis dans l'entreprise. Si j'investis dans des obligations grecques, 0 provision. C'est absurde. Est-ce qu'on ne peut pas modifier la contrainte de liquidité et justement amender ces normes de... Je ne sais même pas si elles sont en vigueur, les solvabilités 2. C'est quoi le calendrier, Jean-Louis Muhlenbach ? Non, mais actuellement, le calendrier est décalé. Le calendrier est un peu plus éloigné que les banques. Et il y a actuellement une forte remise en cause de solvabilité 2. Et il y a énormément de pressions qui vont dans le bon sens.
Là, on a pris conscience qu'on s'était vraiment trompé. Il va peut-être falloir aussi arrêter de draguer et de nationaliser l'épargne des Français avec l'épargne réglementée livrée à LDD si on veut bien vouloir avoir encore quelques subsides pour pouvoir les diriger vers les PME. C'est clair. Parce que là, de ce qui s'est passé Nicolas, à la Madeleine. Pour investir dans une entreprise à long terme, il faut que j'ai la récompense de mon risque. Oui. Si au bout du compte, je suis taxé à 70%, alors que j'investis dans une œuvre d'art, ma plus-value sera taxée à 4% au maximum, il y a quelque chose qui déconne. C'était à la Madeleine, Jean-Louis Muhlenbach et Laurent Vronsky. On se retrouve demain.